Bienvenue à Montastruc. Donc là, on est en Dordogne, à 10 km au nord-est de Bergerac. Et vous êtes dans un château qui était quasiment en ruine jusqu'en 1998, où Ségolène et moi avons racheté Montastruc et avons recommencé, surtout à partir de l'an 2000, une offre de restauration très importante qui arrive à une certaine maturité, puisqu'on commence à retravailler sur les choses qu'on avait faites il y a 25 ans. Et puis, on va parler des habitants heureux de Montastruc. Montastruc, Monte Astrucus, c'est le mont sous la bonne étoile, le mont heureux. C'est un site très particulier parce qu'il offre de manière, on va dire, immémoriale un accès à une histoire et une architecture exceptionnelle. Depuis les sites troglodytiques gallo-romains jusqu'à l'extension du château au XVIIIe siècle. Et vous verrez tout au long de la visite que c'est une maison de famille, une maison simple malgré le prestige de son architecture de façade. Et on reste en Périgord, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Versailles. On reste en Périgord avec ce côté famille et élégance naturelle du XVIIIe. Pour parler de Montastruc, il faut comprendre la structure de ce site. Et on commence par le pigeonnier et son plateau. Et là, vous avez les restes d'un poste d'observation romain qui contrôlait la route qui vient d'Agenus, Agen, à Vaisonne-Périgueux et qui passait juste devant nos remparts. Et donc c'est un site d'observation qui permet d'assurer la sécurité de la route. Ensuite, les hommes construisent à partir du rocher des bastions qui vont permettre une structure défensive et qui englobe le site troglodytique très ancien que les druides utilisaient pour célébrer la fertilité de la terre. Et d'ailleurs, vous verrez une Vénus sculptée qui est datée par les archéologues du 5e siècle après Jésus-Christ, qui est très intéressante. Progressivement, les hommes se cachent dans les grottes au moment des invasions barbares et ressortent au moment de l'annexion de l'Aquitaine par les Francs, qui restaurent la paix romaine. Et à ce moment-là, ils vont abandonner le vieux site et se concentrer sur la pointe de l'éperon rocheux qui va permettre de le fortifier de manière beaucoup plus sûre. Et au début, il faut imaginer un fortin de bois. Et puis progressivement, les pierres vont apparaître. Vers l'an 1000, vous allez voir des restes des murailles de l'an 1000 et la pierre donc réapparaît. Il faut imaginer une cour médiévale avec une garnison et donc des bâtiments, des bêtes, des hommes évidemment, mais très défensive, une forteresse très défensive, un bastion. Et le château seigneurial se trouve au bout de cette cour et à partir de 1280-1300 va s'élever la structure qui va devenir le château gothique, qui va subir toute la guerre de 100 ans, être abîmé, réparé plusieurs fois. Et le site va rester relativement calme, y compris pendant les guerres de religion. Il y aura tout de même un siège de Montastruc. Il va y avoir une bataille de Montastruc au moment des grandes frondes, au bas des remparts. Et puis la paix du XVIIIe et surtout l'élégance du XVIIIe vont démontrer par l'extension Louis XV et ces très belles façades néoclassiques. Alors au moment de l'intégration du bâtiment Louis XV au bâtiment gothique, ils ont tout de même enlevé la tour qui était à la jonction des deux nefs gothiques au toit d'ardoise. Et donc c'était l'escalier qui distribuait toutes les pièces de la maison d'un étage à l'autre. Et ils l'ont remplacé par une cage d'escalier Louis XV. Et donc vous allez voir l'empreinte aussi dans la maison de cette tour, et qui n'existe plus, mais qui était typique de tous ces manoirs ou ces châteaux en L, avec à la jonction des deux nefs une tour escalier. Pendant qu'on rentre, vous observerez la discrétion et l'élégance de ce bossage de pierre 18e qui est très bordelais, en fait, très simple et très noble. Si vous voulez venir avec moi, on va voir tout ça de l'intérieur. Voilà, alors nous sommes là dans la cage d'escalier Louis XV qui remplace la tour dont on voit ici l'empreinte. Vous voyez ici cet arrondi qui représente exactement l'empreinte de la tour qui était là et qui, en escalier à vis, grimpait jusqu'au grenier. Vous avez un reste, un témoignage de la façade gothique avec cette fenêtre que nous avons, avec les monuments historiques, remis en valeur pour recréer cette ambiance initiale. Mais tout de même, nous sommes dans un escalier complètement Louis XV, très élégant, avec une très belle rampe en fer forgé. Et vous avez ici une intruse, la Vénus de Milo, qui est un moulage exécuté par le Louvre en résine, aux proportions très exactes et à la patine très exactement reproduite de la Vénus du Louvre. Et je vous expliquerai pourquoi la Vénus de Milo est à Montastruc.
Alors on va commencer notre visite par le rez-de-chaussée et on ira ensuite dans les étages, mais il ne faudra pas qu'on oublie d'aller voir les grandes cuisines du 18e qui sont au sous-sol. Pour commencer, dans la partie rajoutée au vieux château, on va trouver cette pièce très 18e par ses grandes fenêtres et sa lumière. Donc vous voyez ici, on est complètement dans le 18e par cette lumière, ces grandes fenêtres, alors que tout à l'heure, on sera dans un décor Louis XV, mais avec des fenêtres gothiques. Ce qui change l'esprit complètement. En repassant par l'entrée, vous observerez et vous retrouverez dans différents endroits de la maison ce sol typiquement périgourdin qu'on appelle de pisets, qui sont en fait des petits pavés un petit peu en forme de dents, c'est-à-dire qu'ils vont assez loin dans le sol et ils offrent une petite surface plate qui a été usée par les sabots au cours des siècles et qui a cette patine et ce côté très doux de la pierre usée. Allons dans la salle à manger actuelle, qui était à l'origine la pièce qu'on appelle la aula, c'est-à-dire l'endroit où le Seigneur rendait justice. C'est aussi la salle des pas perdus. C'est vraiment là que tout converge dans Montastruc. Toutes les ailes, toutes les pièces de la maison reviennent toujours vers cette pièce. C'est devenu à partir du 19e siècle, une salle à manger, mais il faut se souvenir que jusqu'au 18e siècle inclus, on dressait la table au dernier moment sur des tréteaux et les chaises étaient dans la journée le long des murs et l'emplacement central était vide et laissé libre à la circulation et aux affaires de la maison. Aujourd'hui, c'est une salle à manger. Vous avez ici une belle table. Cette pièce est intéressante par la restauration qu'on y a faite. La peinture qui reprend la couleur d'origine retrouvée à Montastruc sur nos huisseries est une peinture à la chaux qui a 5 couches différentes, la première étant un bleu extrêmement foncé et se terminant par un gris très très pâle et très transparent et une saponification finale. Vous avez donc une peinture soyeuse, très douce, et vous avez cette transparence et cet effet de profondeur réalisé par des artisans exceptionnels. Quant aux tissus, ce sont des tissus de la maison Pierre Fray qui sont faits à partir des rouleaux du XVIIIe siècle. Vous êtes ici dans un décor reconstitué, restauré, mais très authentique. Il était très important de négligemment offrir sa belle vaisselle au regard des visiteurs. Et vous voyez que les portes sont très décorées, y compris à l'intérieur. La ferronnerie est absolument superbe. Et donc, quand les gens arrivaient dans la salle à manger, on s'excusait d'avoir oublié de fermer, mais entre-temps, on avait bien exposé sa belle vaisselle. Regardez comme les étagères sont également moulurées et superbes. Alors, il faut se souvenir que dans ces maisons, puisque là nous sommes dans la structure gothique, vous aviez en fait une pièce par nef, donc là 2 nefs en L qui se rejoignent. Voilà une pièce, elle fait à peu près 70 mètres carrés. En allant dans la pièce suivante, le grand salon, on va retrouver l'autre nef qui part en équerre et qui cette fois-ci au 18e a été légèrement raccourcie pour rendre les pièces plus confortables. Voilà le grand salon, très Louis XV, très 18e, des portraits, à part Marie-Antoinette, des portraits de famille, et également ici, en parlant de sa restauration, je vous raconterai une anecdote qui est typique de ces phases de restauration où on va de découverte en découverte. Et donc on reproduit la couleur d'origine, et on voit que tout est très plat et très décevant, et on interroge le peintre, il nous dit « mais attendez, il reste une dernière étape essentielle, il nous fait acheter de la bière blonde, qu'on met dans un seau, et il verse 2 cuillères à café d'ocre, de terre de Sienne en fait, de pigments, et avec l'éponge, on va brosser tout son travail dans une mousse jaune-rouge, et ensuite on va nettoyer avec une eau propre. Et ça donne ce côté très particulier qui tout d'un coup crée une profondeur, un effet 3 dimensions, où la terre de Sienne est venue se glisser dans chacune des rainures, et vous retrouvez comme ceci des lignes qu'on ne voyait plus, noyées dans le blanc, et qui tout d'un coup réapparaissent. Donc c'est un travail magnifique qui crée non seulement cet effet de patine, mais aussi ces 3 dimensions qui sont beaucoup plus parlantes.
Les trumeaux que vous avez au-dessus des portes sont également Louis XV, sont d'époque, et on ne voyait quasiment plus rien, ils étaient devenus illisibles. Les vernis successifs qui avaient souvent été passés par-dessus la crasse ancienne ont été éliminés, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune retouche de peinture à faire, et qu'en fait la peinture était délicate, parfaite, préservée, et on a simplement, avec bien sûr les artistes compétents, remis un vernis à l'ancienne. Et vous avez ici des trumeaux qui représentent les 4 saisons, plus une scène galante sur la cheminée, et qui sont d'époque. Quant au portrait, ici je parlerai de Gabriel de Fitte, qui est un capitaine des gardes nobles. C'était la charge familiale d'être capitaine des mousquetaires. Il est avec son croissant sous le menton, ici. Et c'est un portrait destiné à son mariage, c'est-à-dire que c'est un portrait qui a été présenté à sa fiancée, qui était une des filles du duc de Mottechcombe en Angleterre, et qui a été présenté à son futur mari par portrait. Et je pense qu'un autre portrait est allé dans l'autre sens, en Gascogne, pour présenter la fiancée à son futur époux. Les temps ont bien changé. Vous avez ici le comte de Marcellus du XVIIIe siècle. On l'appelle l'homme bleu. Ici, c'est une photo du grand portrait en pastel qui est dans une autre maison dans la famille. Il est mort en duel en 1788, donc juste avant la Révolution, et il laisse sa veuve Angélique de Pins, comtesse de Marcellus, dont vous voyez ici le rajout au XIXe siècle d'un petit cordon autour du cou, et en fait c'est pour montrer que c'est une martyre de la terreur en 1793. C'est une femme remarquable qui était connue dans la région pour sa bienveillance. Elle gérait les terres familiales et les châteaux et les grandes propriétés le long de la Garonne, entre Marmande et Bordeaux. Bon, elle était emportée par une charrette révolutionnaire avec ses enfants et guillotinée au château Trompette à Bordeaux, qui est la Bastille bordelaise. La population aimait tellement la comtesse de Marcellus, qui les protégeait, qu'ils ont fait appel au juge révolutionnaire de Marmande, qui a compris à qui il avait affaire et a ordonné la libération de la ci-devant Marcellus. Et malheureusement, son ordre de libération est arrivé trop tard. Elle était déjà guillotinée, mais les enfants ont été sauvés, ramenés à la maison. Et vous allez voir dans le salon de musique son fils aîné, Marie-Louis Auguste, qui deviendra pair de France et qui donc fera partie des ministres des hommes d'État servant Louis XVIII et Charles X. Avant de quitter cette pièce, vous regarderez le sol qui est encore, avec son parquet 18e, qui est constitué d'une structure en noyer, de carrés de noyer, avec le pin rouge typiquement du sud-ouest et très utilisé à Bordeaux. Tout ceci est d'époque, est resté intact. Tout ce que vous voyez en fait dans cette maison, si ce n'est pas gothique, c'est 18e. Il n'y a quasiment rien de rajouté ensuite. Donc rentrons dans le salon de musique. Ici, j'ai attiré votre attention sur différentes choses. Ici, une série de 4 tableaux de la bataille navale, la bataille du Nil, où on voit la flotte française c'est la première grande bataille de Bonaparte, en fait, qui est encore consul à cette époque, je crois, et qui fait face à la flotte anglaise. Mais de tableau en tableau, vous assistez au désastre et à la destruction de la flotte française par les Anglais. Donc c'est la première grande bataille navale, mais aussi la grande défaite. Mais ce sont des gravures françaises représentant cet épisode terrible. Ici, Marie-Louis Auguste, le père de France, le fils de l'homme bleu, orphelin donc de ses parents. Et là, le fils de Marie-Louis Auguste, Lodoïs de Marcellus, il va nous intéresser à 2 titres. D'abord, ces 2 portraits sont dessinés par Ingres. Ici, il s'agit de photocopies, bien entendu. Mais surtout, Lodoïs, c'est celui qui va négocier l'achat de la Vénus de Milo en 1822, la ramener en France, l'offrir à Louis XVIII, qui l'offrira au Louvre. Donc je vous conseille vraiment de lire les différents ouvrages sur l'enlèvement de la Vénus et toutes ces affaires rocambolesques
de la découverte, de la négociation, de l'achat de la Vénus de Milo et de l'enlèvement entre guillemets, puisqu'il s'agit quasiment d'une bataille, puisque chacun la voulait et se l'arrachait, y compris littéralement la traînant sur les rochers de Milo. Mais elle est aujourd'hui au Louvre et je vous expliquerai pourquoi sa reproduction est à Montastruc également. Autre photo, cette fois-ci très intéressante, ce portrait vous montrant plusieurs générations, la petite fille assise sur les genoux de sa maman, à gauche, et mon arrière-grand-mère. Donc cette dame est mon arrière-arrière-grand-mère, et sa mère qui est debout est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Alors c'est vrai que je suis plus tout jeune, mais tout de même ça nous ramène à cette dame déjà âgée qui est née avant la Révolution. Et elle est en photographie noir et blanc, elle est contemporaine de l'homme bleu qu'on voyait tout à l'heure, poudré dans le salon. C'est quand même assez extraordinaire de voir cette révolution technologique qui est arrivée avec la photographie n'étant qu'un des éléments de cette révolution industrielle du 19e siècle. Alors en quittant le salon de musique et en revenant dans le grand salon, il y a une chose quand même qu'il faut évoquer. Imaginez dans ce salon un hôte illustre, c'est la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. Nous sommes en mai 40 et au moment de l'invasion allemande du Luxembourg, les services secrets français exfiltrent la grande-duchesse et sa famille de son château luxembourgeois et sur 2 jours d'itinéraire l'amènent à Montastruc. Et c'est ici, pendant plusieurs mois, que la grande-duchesse et sa famille vont être hébergés sous la protection de la France. Et qu'est-ce qu'ils attendent à Montastruc? Ils attendent d'avoir une solution pour pouvoir quitter la France. Il faut se souvenir que la frontière espagnole des Pyrénées est fermée par Franco, qui ne veut surtout pas prendre parti et qui veut rester neutre. Et au-delà de l'Espagne, il y a le Portugal, avec Salazar, qui a interdit à ses consuls de donner des visas de passage. Il ne veut pas se retrouver envahi par une meute de réfugiés, sauf s'ils ont eux-mêmes un visa pour partir, par exemple, aux États-Unis. Donc il y a toute une négociation qui se met en marche parce que s'ils ont leur visa portugais, la frontière espagnole s'ouvrira pour les laisser aller jusqu'au Portugal et le Portugal les laissera entrer pour pouvoir partir aux US. En tout cas, il y a un consul du Portugal à Bordeaux qui s'appelle Sousa Mendes qui décide de désobéir à son dictateur et va tamponner des dizaines de milliers de visas pendant plusieurs semaines. Eh bien, les Luxembourg vont profiter de cette ouverture, obtenir les visas nécessaires et pouvoir partir en convoi jusqu'au Portugal. Chose intéressante, le mari de la grande-duchesse Charlotte, c'est Félix de Bourbon-Parme. Bourbon-Parme, un prince français, fils du duc de Parme, qui, avec ses 2 épouses successives, a eu un total de 22 enfants. Parmi tous ces enfants, dans la fratrie Parme, vous avez la très célèbre Zita de Habsbourg, qui a épousé donc le dernier archiduc empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Et elle est veuve, elle vient ici rejoindre son frère et sa belle-sœur, Félix et Charlotte. Et à un moment, dans ce salon de Montastruc, vous retrouvez tous les Habsbourg et tous les Luxembourg réunis dans l'attente de ce visa bordelais qui va les sauver tous. Donc avant de prendre l'escalier, de grimper aux étages, je vous propose de regarder une petite pièce qui est quand même aussi très caractéristique de ce réaménagement sous Louis XV de la forteresse gothique. Venez voir. Alors au passage, je vous propose de saluer Louis XIV. Ici, vous avez un portrait du roi Louis XIV exécuté sous Louis XVI. Il faut se souvenir qu'on est à une époque où la monarchie perd un petit peu de son prestige, et donc c'est l'époque où on va repeindre Charlemagne, Henri IV, Louis XIV, les grands monarques historiques, pour regonfler un petit peu le prestige de la monarchie. Mais c'est un tableau 18e. Ici, on rentre dans la tour ouest de Montastruc, qui est une tour gothique, très ancienne, même peut-être romane pour ses bases, et réaménagée sous Louis XV. Donc vous rentrez dans une chambre 18e et vous êtes dans des parois gothiques. Venez voir. Voilà, donc une petite chambre carrée dans une tour ronde, avec une épaisseur de mur considérable dans le gras de la tour, et avec sa petite alcôve très Louis XV, une scène de chasse. Et voilà, vous êtes dans un décor profondément 18e, mais très simple. Regardez comme le parquet
est fait de lattes irrégulières, de gros clous. On n'est pas dans un palais, on reste dans une maison de campagne qui a beaucoup d'allure, qui est très aristocratique, mais qui reste extrêmement simple. Alors je propose qu'on prenne maintenant le grand escalier et on va enchaîner sur les étages. Venez avec moi. Sur le chemin, je vous propose de jeter un regard sur quelque chose de très typique du XVIIIe siècle, c'est la galerie qui distribue les chambres de la comtesse et du comte de Montastruc. On y reviendra tout à l'heure. Alors notre chère Vénus de Milo, tous mes petits-enfants passent toujours bien sûr devant la Vénus, mais au passage lui parlent. Bonjour Vénus, tu as passé une bonne journée, il lui caresse le genou et personne ne passe sans parler à la Vénus, qui fait vraiment partie de la vie de la maison. Lafayette qui observe la Vénus de Milo. Alors ici, on n'est pas dans une réutilisation de l'espace gothique, on est dans une création complètement 18e. Donc les grandes fenêtres, la lumière, l'alcôve, on est vraiment dans une pièce très très Louis XV, très boîte à bonbons. Voici c'est sa petite salle de bain, avec la même alcôve que celle du lit, qui amène tout le confort moderne dans ces petits espaces bien millimétrés au 18e, pour utiliser au mieux les possibilités de la maison. Alors là, nous sommes dans le grand salon familial, qui est une des pièces les plus médiévales de la maison, puisqu'elle n'a pas été redécorée sous Louis XV. Donc on retrouve son plafond d'origine, avec des poutres exceptionnelles, et la grande cheminée. Ce mur-là, ce gros morceau qui traverse la maison de part et d'autre, c'est vraiment l'ossature principale de la maison, et là on est en 1280 à peu près. Donc vous voyez cette cheminée extrêmement ancienne, vous avez été imprégné de Louis XV et tout d'un coup vous êtes prolongé dans le Moyen-Âge. Là, les murs ont été déplâtrés, puisque ce qui avait été fait au 19e, c'est de plâtrer, de boucher. Même cette cheminée avait été cachée et été transformée en alcôve pour une statue. Donc en fait, on ne pouvait plus lire le décor. Le plafond était recouvert de plâtre. Ici, vous aviez des trous dans ce plâtre et des seaux qui récupéraient l'eau des greniers. Et donc, ces trous nous ont permis de voir qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus beau en dessous, et nous avons donc déplâtré, mais également déplâtré les murs et rechaulé. Donc vous avez là un enduit de chaux avec un badigeon très clair, qui correspond exactement aux couleurs que nous avons retrouvées en enlevant le plâtre, en retrouvant les vieux enduits du Moyen-Âge. On va enchaîner sur les greniers, qui ont vraiment une structure de charpente spectaculaire. Au passage, vous verrez notre oratoire, notre chapelle, par ici. Voilà, alors là, il y a à nouveau quelque chose de très intéressant. Aucune pièce n'est pas intéressante à Montastruc, mais celle-ci quand même particulièrement. Vous voyez là des départs de voûtes qui sont gothiques, et la maison a beaucoup souffert pendant la guerre de Cent Ans. En particulier, il y avait ici une galerie d'ogives, donc des voûtes très, très élégantes, qui retombaient sur des petites colonnes, et vous aviez donc une façade en loggia à l'italienne, mais gothique français, dont les arcatures reposaient sur ces petites colonnes, et un balcon de dentelle de pierre, quelque chose de très très élégant, qui permettait d'observer les métairies et le paysage du Bergeracois et des forêts qui commencent ici. Et pour punir Bertrand d'Abzac, qui est le grand seigneur de Montastruc dans les années 1430, après sa décapitation, puisqu'il était du côté anglais de l'Aquitaine, et que Charles VII reconquérait progressivement ce territoire avec ses troupes, il fallait trouver un exemple pour intimider les seigneurs périgourdins. Bertrand d'Abzac était la victime idéale parce que c'était quelqu'un de très visible et de relativement encombrant. Et donc, on a ordonné, après sa décapitation, on a ordonné la destruction de Montastruc. Heureusement pour Montastruc, on était en pleine guerre de Cent Ans, il n'avait pas le temps de mettre à terre ce bâtiment, et donc ils ont percé les toitures et cassé les parties les plus faciles à casser, dont ce balcon qui est terminé dans les douves. Donc la maison est abandonnée à ce moment-là.
pendant quelques années, le temps que la guerre se termine. C'est dans les années 1450, avec la bataille de Castillon, que la guerre de Cent Ans se termine en France. Et c'est sous le règne de Louis XI, qui, lui, n'a aucune animosité contre l'Aquitaine et qui veut rendre à l'Aquitaine son commerce et ses recettes fiscales en particulier, va ordonner la reconstruction de toutes ces places abîmées par la guerre de Cent Ans. Et la reconstruction de Montastruc, c'est un ordre de reconstruction avec lettres patentes et un petit budget d'État qui va permettre, à minima, de remonter un gros mur costaud qui va boucher la blessure de la guerre de Cent Ans, mais on ne fait pas revenir des artistes pour recomposer ces voûtes. Et donc vous avez ici des restes, un souvenir de cette époque extraordinaire qui précède la guerre de Cent Ans. Et depuis cette époque, depuis la reconstruction, c'est devenu un oratoire, sachant que la vraie chapelle du château, c'est l'église communale de la Monzie-Montastruc, puisque la Monzie, c'est vraiment c'est la population du château qui habitait là. C'était pas un village avec un commerce indépendant. C'était vraiment construit pour Montastruc. Vous avez un tableau intéressant, c'est l'Assomption de la Vierge, qui est une scène célèbre et reproduite dans beaucoup d'endroits, mais celle-ci est exécutée à Cusco, au Pérou, et elle représente bien l'école de Cusco, c'est-à-dire l'insertion d'or ou de bronze dans la peinture à l'huile. Et donc, également intéressant, c'est d'observer le visage des anges qui élèvent la Vierge vers le ciel, et certains sont vraiment des Incas, et pas des petits angelots baroques italiens. Vous avez un peu les deux, là. C'est assez intéressant, et un témoignage de notre vie internationale, où nous avons découvert cette Assomption à Cusco, au Pérou. Alors, la charpente de Montastruc, c'est vraiment quelque chose qui mérite une explication. D'abord, on parlait de l'effondrement des façades sous Charles VII et du percement des toitures pour casser, briser la maison. Évidemment, quand Louis XI ordonne la reconstruction, on ne se contente pas d'un mur, on remet une nouvelle charpente, ou en tout cas on la répare. Et donc, Jeanne de Bennac, qui est la veuve de Bertrand d'Abzac, discute avec son charpentier. Les lettres existent dans les archives nationales et régionales. Et le dialogue, c'est vraiment « Madame, pour Montastruc, vous souhaitez des chênes de 500 ans ou de 800 ans ?» Et Jeanne de Bennac dit bah, « Montastruc, évidemment, 800 ans. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les troncs utilisés pour la reconstruction de cette charpente sont des arbres qui ont germé après Clovis et qui sont restés sans doute quelques années dans l'eau où l'aubier disparaît et il ne reste que le cœur du bois qui sert à faire ces longues tiges, puisque là vous avez des tiges qui vont absolument jusqu'au faîtage, donc presque 15 mètres. Et il s'agit d'arbres entiers, simplement vous en mettez plusieurs longueurs sur une section d'arbre. Et depuis 1475, qu'à la reconstruction, cette charpente est là et n'a pas bougé. C'est une des rares charpentes qui sont encore entièrement du XVe siècle, et certains morceaux sont plus anciens. Par exemple, ici, quand vous regardez le montage de charpente de la tour, vous avez cet extraordinaire plateau. Il y en a trois. Un tout en haut, un au milieu, un en bas, qui se repose sur le mur. Et ceci est construit de manière à répartir les forces. Si vous voulez, au moment où les poutres viendraient s'appuyer sur les murs, ça écarterait les murs de la tour. Il ne faut surtout pas que ça fasse ça. Donc ces plateaux ramènent les forces au centre et permettent que le poids de la charpente tombe verticalement sur les murs de la tour au lieu de les écarter. Donc c'est très intéressant. Au moment de la reconstruction de la charpente, ils se sont rendus compte qu'elle commençait à verser sur la deuxième nef. Et donc vous avez en plus des blocages qui ont été faits par des poutres qui sont mises en diagonale pour bloquer le tout. Grande émotion au moment où ils ont fait ça, mais depuis ça n'a pas bougé. Donc vous avez 5 siècles, un peu plus, de positionnement avec cette réparation d'urgence pour pas que la charpente verse. On va pouvoir redescendre et visiter le reste de la maison. Allons voir la bibliothèque et le reste du premier étage. Donc là, on rentre dans la bibliothèque et en faisant ce mouvement, on quitte le vieux château qui est derrière nous et on rentre à nouveau dans le château 18e.
Alors, c'est la bibliothèque de Montastruc. C'est là qu'il y a un petit peu notre âme, le nombre de concours qui ont été préparés autour de cette table, avec succès d'ailleurs. C'est impressionnant et on est très fiers. Mais vous avez également des murs entiers par pan de spécialités. Donc l'histoire est par là. Ça, c'est la cuisine et les vins. On est quand même en Périgord, donc il y a un mur entier pour eux. Là, c'est les romans. Et puis ici, on va être dans la littérature plus jeune et la littérature anglaise. C'est aussi un cabinet de curiosité. Vous avez certaines choses ramenées de nos voyages ou en souvenir de certains objets d'art. Mais il y a également un cabinet secret qui va être juste là et qui est le vrai trésor pour nos petits-enfants. Ils vont tous se cacher là-dedans. Il s'agit juste de cabinet de toilette. La table a une particularité, c'est qu'elle vient du débarras, on va dire, de l'hôtel de Lassay. L'hôtel de Lassay, c'est l'hôtel particulier à Paris du président de l'Assemblée nationale. Et il y avait une salle qui servait aux ministres en visite à l'Assemblée nationale. Et cette table est la table du Conseil des ministres du XIXe siècle lors de ses passages à l'Assemblée. C'est ce qu'il en reste. Elle était plus longue et les morceaux récupérés ont permis d'assembler tout de même une très belle table encore. Mais elle a participé à la fondation de la République. Et maintenant, nous sommes dans la galerie du premier étage. Et vous avez cet espace ici avait été laissé vierge à la fin du XVIIIe siècle, pas encore aménagé. Il y a eu une tentative assez médiocre au XIXe siècle d'aménagement. Et nous avons entièrement remonté des cloisons. Donc là, vous avez un espace contemporain, mais dans l'esprit de la maison, avec 2 chambres et tout leur confort. Alors, on est à une certaine hauteur. Là, vous êtes à la hauteur d'un immeuble parisien. Et vous pourrez observer les douves depuis notre premier étage. En fait, on se retrouve à la hauteur d'un 5e étage, quasiment. Et avant de redescendre et de visiter les grandes cuisines du XVIIIe siècle, il nous reste 2 chambres à voir. Une première qui va se trouver juste ici, dans la même tour que la chambre Louis XV que vous avez vue en bas. On l'appelle la chambre de l'abbé, puisqu'elle est contre la chapelle. Les couleurs que vous allez voir dans cette pièce sont d'époque, et c'est ça qui est assez surprenant. Mais elle a été refaite à minima sous Louis XV, donc c'est une chambre très simple, cheminée Louis XV, des lambris absolument juste suggérés, et vous êtes dans une ambiance extrêmement sereine et appropriée pour la méditation. Donc voici la chambre de maître, qui est une très belle pièce, qui, elle, a une cheminée Louis XIV, donc elle a été redécorée avant l'augmentation Louis XV de la maison, avant l'extension 18e. Et elle a encore son plafond à la française d'origine médiévale. Donc ici, il a fallu qu'on reprenne entièrement les murs qui étaient plâtrés, qu'on les déplâtre, qu'on mette de la chaux, des enduits, des badigeons, et qu'on restaure ce mur qui est en briquettes très fines, et il a fallu le consolider, et on l'a recouvert d'une belle tapisserie Renaissance italienne. Donc, bien entendu, il s'agit de notre chambre, et c'est amusant parce que quand on ouvre la maison aux Journées du patrimoine, les visiteurs regardent notre salle à manger en bas en disant « mais c'est vraiment là que vous mangez ?» Mais nous n'avons pas d'autre salle à manger, nous sommes bien obligés de manger là. De même que nous sommes bien obligés de dormir dans notre chambre. Voilà. Mais être châtelain en 2025, ça représente beaucoup de sacrifices. La restauration d'un tel monument n'est pas vraiment construite dans les cadres de notre époque, mais en même temps, ça représente des joies considérables, y compris de vivre dans ce genre de décor. Donc il y a quelques compensations. Vous allez voir dans l'esprit de nos restaurations, la salle de bain de la chambre de maître est un excellent exemple où nous gardons la peau et l'âme de la maison ancienne, c'est-à-dire le carrelage médiéval, le plafond refait au XVIIIe, les chaux des murs et son badigeon, mais les éléments fonctionnels qui sont modernes, qui ne sont pas du faux Louis XV, sont contemporains. Et donc, vous verrez cet esprit de restauration qu'on essaye de faire au fur et à mesure qu'on avance dans cette salle de bain. Donc, on a pu visiter une grande partie du rez-de-chaussée, tout le premier étage, les greniers. Il nous reste à voir les chambres
du comte et de la comtesse au XVIIIe, dans l'aile, l'extension Louis XV et la magnifique galerie qui les sert. Et puis ensuite, on descendra dans les cuisines du XVIIIe siècle, qui étaient les grandes cuisines, avec une armée de marmitons qui travaillaient pour nourrir la maison. En passant devant la Vénus de Milo, il faut qu'on explique pourquoi elle est à Montastruc aujourd'hui. Donc il se trouve que au moment du mariage de ma sœur avec Armand de Montbron, qui est descendant de l'ancienne branche aînée des comtes de Marcellus, au château de Marcellus, en Lot-et-Garonne, près de Marmande, je vois dans le grand salon, qui est une vraie salle de bal, une Vénus de Milo en plâtre, magnifique. Et en fait, il s'agit du premier moulage réalisé par le Louvre en 1820 et quelques, pour remercier le comte de Marcellus de ce très beau cadeau de la Vénus de Milo rapportée en France. Et donc, dans ce grand salon, cette Vénus, tout d'un coup, je vois quelqu'un qui gesticule et qui veut absolument de la place pour faire une photographie de ses filles au pied de sa Vénus. Et je ne sais pas du tout qui c'est, mais je me retrouve au premier rang d'un cercle qui s'est ouvert devant moi, et je vois 4 jolies filles au pied de la Vénus de Milo. Il se trouve que j'ai 26 ans, je suis célibataire, et qu'un de mes amis à côté de moi est dans la même situation, me tape du coude et sur le ton de la boutade me dit « tu n'as plus qu'à choisir ». Il parle bien sûr d'une des 4 jolies filles. Et je lui réponds sur le même ton « c'est fait », parce que je vois devant moi une paire d'yeux qui me subjugue. Je ne sais absolument pas de qui il s'agit, le cercle se referme, l'aventure est terminée. Il se trouve que 4 ans plus tard, il s'agit de mon épouse, Ségolène. Et donc, pour nos 30 ans de mariage, en souvenir de notre rencontre au pied de la Vénus de Milo et également de l'histoire de la famille de Ségolène par rapport à la Vénus, je téléphone à la calcographie du Louvre et je demande à acheter une Vénus de Milo pour offrir à ma femme. Et ils me prennent d'un peu haut en disant « écoutez, vous faites comme tout le monde, vous allez à la boutique et vous achetez une Vénus ». Et je dis « oui, mais elles sont comme ça, moi je veux une vraie grandeur nature ». Il s'agit d'une femme de 2,20 m de haut, puisque la Vénus de Milo est légèrement surdimensionnée pour impressionner. Et j'explique qu'il s'agit de Ségolène de Marcellus, c'est-à-dire c'est quand même la descendante de ceux qui ont offert la Vénus au Louvre. Et je me fais 3 jours plus tard, je suis rappelé par le Louvre, qui me fait une proposition, une Vénus en résine, avec la patine exacte de la Vénus de Milo telle qu'elle est au Louvre aujourd'hui, après restauration faite au XIXe siècle. C'est-à-dire que donc nous n'avons plus les blessures de l'enlèvement de la Vénus sur les rochers de l'île de Milo pour arriver sur le bateau français, et nous avons une Vénus intacte, magnifique, qui est la copie conforme de celle du Louvre, et qui est aujourd'hui à Montastruc. Nous voilà dans la galerie 18e qui dessert les chambres du comte et de la comtesse de Montastruc. La première chambre est la chambre du comte, qui est très modeste, vous allez voir, très simple. La chambre du comte de Montastruc, c'est un petit peu le gardien du temple, et c'est lui qui avait dans sa chambre son petit secrétaire particulier, qui est un secrétaire Louis XV, taillé directement dans la boiserie, dans les lambris. Donc c'est un meuble intégré, c'est très contemporain comme approche, et ici, dans ce placard, vous aviez tous les papiers de l'origine de la famille et des droits féodaux, très important ce placard. Et ces documents existent toujours dans les archives des derniers descendants, par alliance, des Dabzac de Montastruc. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer une grande partie de l'histoire de la maison et de ses habitants. Alors dans la galerie se succèdent la chambre du comte, le valet, la comtesse et l'antichambre de la comtesse. Et donc, le valet servait un peu les deux, peut-être plutôt la comtesse quand même. On parlait de meubles intégrés. Vous avez ici la lingère, qui est également un meuble intégré entièrement à la structure de la maison. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter des commodes, des armoires, et il y a un gain de place et une esthétique fluide qui est tout à fait nouvelle et qui correspond bien à l'esprit 18e. Donc la chambre du valet est devenue salle de bain. Et la chambre de la comtesse est ici. Donc la chambre de la comtesse a un niveau de boiserie, de lambris qui est supérieur, qui va être comparable à celui du grand salon et de la salle à manger. Simplement, c'est traité de manière très simple, sans rechampi.
Et donc, elle était prolongée par son antichambre où elle pouvait recevoir ses amis sans être dans le grand tralala du grand salon, de manière beaucoup plus simple. Dans certaines de ces pièces, vous allez voir des cheminées 19e qui représentent la période de la marquise de Lostange qui reprend Montastruc à ce moment-là et qui a froid et qui va tâcher de trouver une structure plus contemporaine lui permettant de mettre ces petits volets haussmanniens qui vont bloquer les courants d'air des cheminées. Donc c'est comme ça que quelques cheminées de la maison sont 19e, mais en enlevant les marbres de 1860, on retrouve derrière les jambages Louis XV ou Louis XVI de la maison. Donc petit à petit, on redécouvre nos décors anciens d'origine, sachant qu'on peut toujours hésiter quel est le décor à garder finalement. Tout dépend de la qualité de ce qu'on trouve derrière. Il nous reste à explorer les grandes cuisines 18e. On va descendre par le même chemin qu'empruntaient les plats avant de rejoindre la salle à manger, qui est au bout de la galerie de ce côté. Et donc, il faut imaginer tout le chemin qui doit être fait depuis les sous-sols, par ce petit escalier dérobé, et arrivant dans la galerie, en fait, il passait par ici, qui était une remise qui permettait de redresser les plumes du faisan avant de pouvoir le servir à table avec toute sa parure. Je pense que les plats n'étaient pas très chauds quand ils arrivaient dans la salle à manger. Alors, on arrive là dans les grandes cuisines du 18e. Donc, ce sont de très très belles pièces, plus de 6 mètres, 6 mètres 50 de hauteur sous plafond au creux de la voûte. Et il faut imaginer ici une pièce bourdonnante de vie, avec quand même un château comme Montastruc, ça représente une quarantaine de personnes entre la famille seigneur de Montastruc et toute la domesticité, les services qui tournent autour. Sachant que le château a un rôle en plus considérable féodal, pas seulement de maison, mais également par rapport au village, par rapport à toute l'agriculture et l'économie qui tournent autour du château. Donc du maréchal ferrant au boulanger, etc. Il y a toutes des activités qui ne sont pas que pour nourrir une famille. Ici, donc, beaucoup de cuisiniers et beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements et un feu permanent dans cette grande cheminée. Il faut imaginer une grande table ici, un râtelier au plafond qui descend avec des poulies et qui est chargé de toutes les casseroles de cuivre et qui permet de descendre le matériel au moment où on cuisine et quand la vaisselle est faite, de tout remonter et de nettoyer, de dégager la place. Le sol est un superbe piset qui a été bien lissé par les sabots qui ont été intensément usés, je dirais. Vous avez une pompe, celle-ci du 19e siècle, qui permet de prendre l'eau des sources, non pas l'eau des douves, mais l'eau des sources, ils sont plus loin, et qui fonctionne toujours et qui permet, avec ce clapet ici, ce piston, je veux dire, de monter l'eau jusqu'à non seulement la cuisine, mais également chez la comtesse, dans sa salle d'eau à côté de la chambre du valet. Et dans la cheminée, on a encore un tourne-broche qui est encore en fonction, il est un peu rouillé, mais on se rend compte que les roues tournent, tout tourne, et vous aviez ici la cordelette qui passait sur cette poulie, qui repartait ici sur ce système en fer qui permettait de descendre là avec un contrepoids. Et donc vous aviez comme ça plusieurs heures de broche pour un porc ou un agneau à rôtir dans la cheminée. À côté, donc la broche étant ici intacte, prête à être raccrochée par une petite chaînette sous ces engrenages. À côté de la grande cheminée, un petit four. Quand on parle aujourd'hui des petits fours qu'on va servir en apéritif, eh bien, c'est parce qu'on les faisait dans le petit four à côté de la grande cheminée de cuisson. Donc c'est pas un four à pain. On pourrait dire que c'est un four à brioche, à pâtisserie, mais c'est le petit four et c'est là qu'on faisait les petits fours. Là, vous aviez un plan de travail en L, dont il reste quelques parements de fond, et qui était construit en chaux et en briques réfractaires, avec des petites niches en façade, dans lesquelles on glissait de la braise de la cheminée, et qui permettait d'avoir un plan de travail chaud. Comme je vous le disais tout à l'heure, les plats devaient arriver à la salle à manger tout de même au moins un peu tièdes. Donc il fallait absolument tout garder au chaud au fur et à mesure qu'on travaillait, jusqu'au dernier moment. Ensuite, on va voir la salle
où les cuisiniers faisaient leur repas pour eux, et ensuite la salle du boulanger avec le four à pain. Alors, bien sûr, nous sommes en sous-sol. Quand la cuisine était en activité intense, très chaude, les murs étaient secs, et la capillarité relative ou l'infiltration de la cour d'honneur qui se trouve au-dessus de nous, derrière ce mur tout en haut, était absorbée par cette chaleur, évaporée. C'est plus le cas, et donc sans arrêt, il faut qu'on lutte contre l'eau d'un côté de la cour d'honneur et d'autre part les capillarités qui peuvent remonter du système rocheux qui surplombe les douves. Donc voilà, on est malheureusement dans une bataille perdue d'avance qui ne s'arrêtera jamais. Mais ce sont de très belles pièces, il faut simplement veiller à ce qu'elles ne se détériorent pas au-delà du raisonnable. Voilà ici donc la salle à manger des cuisiniers, une jolie pièce, également avec son très beau Pizet d'époque. Et on enchaîne sur la boulangerie, dont l'escalier de service est très abîmé par le fait que quand le seigneur de Montastruc n'était pas là, pour descendre le bois jusqu'aux cuisines, on le jetait dans l'escalier au lieu de le porter sur les épaules ou dans des sacs. Ce qui fait que la paresse a détruit une grande partie des marches. C'est quand même des blocs, des bûches de chêne énormes qui étaient jetés là et il s'en est pas remis. Donc il faut reconstruire cet escalier entièrement avec les monuments historiques. Un four à pain comme celui de Montastruc consomme énormément de bois, les grandes cuisines qu'on vient de voir également. Donc en fait, c'est par forêt qu'on nourrissait cette cheminée. Et c'est beaucoup de bois qui est passé par cet escalier. Donc nous voici dans la boulangerie. C'est là que le petit meunier, en général c'était un jeune, dormait au-dessus de son four. Donc c'est celui qui avait chaud toute l'année dans la maison. Et le four est intact. Il est encore là, on pourrait faire des pizzas, on peut imaginer plein de choses. Le problème, c'est que pour redémarrer un four comme ça, il faut plusieurs jours de chauffe très lente, très progressive pour éviter qu'il éclate, qu'il se brise. Il faut le monter en chaleur doucement. Et il faut éviter qu'il redescende trop vite aussi en température. Ça veut dire que pour faire une pizza, il vous faudrait 3 ou 4 jours de brûlage permanent, donc une quantité de bois considérable. Et une fois que votre pizza est dévorée, il faut encore continuer à garder le four en refroidissement progressif. Donc une consommation de bois invraisemblable, ce qui explique encore le problème de l'escalier. Mais c'est un four en état, et vous avez une pièce intacte, magnifique, prête à replonger dans son décor, dans son usage 18e siècle. Voilà, donc je pense que maintenant, après avoir intégré cette maison, compris son intérieur, sa structure, vu son âme par l'intérieur, je vous propose qu'on sorte et qu'on l'observe par dehors. Et vous allez voir tout le travail qui reste à faire, tout ce qui a été fait, bien sûr aussi. Et vous admiriez le parc et le site qui est quand même exceptionnel. Alors ce qui est quand même très caractéristique de Montastruc, c'est ce mélange entre le rocher et la pierre. On a du mal à définir par endroits où s'arrête le rocher et où débute la construction. Et ici, dans le rocher même, vous allez voir la grotte la plus importante du site troglodytique de Montastruc, dans laquelle est sculptée la Vénus de la Terre. Donc voilà ici vous voyez dans le rocher même, ce sont des abris qui sont, on peut pas savoir de quand ça date. Je veux dire, naturellement il y avait un trou qui a été augmenté par l'homme. Depuis la préhistoire jusqu'au temps moderne, il a été utilisé. Donc, nous arrivons là dans cette salle très intéressante et extrêmement ancienne, dont on voit sur les parois le creusement, sur laquelle on voit le creusement des outils de l'homme, le burin partout qui a permis de recreuser le rocher. Par endroits, pas de burin, c'est la voûte naturelle qui est en place. Et donc ça a été agrandi au fur et à mesure des besoins. Dans la période de guerre, c'est une salle de refuge. Vous avez 3 étages, vous avez plusieurs salles en enfilade, mais celle-ci est la principale. Et il peut y avoir des cérémonies funèbres. Et surtout, les druides semblent avoir dans toutes ces grottes qui ressemblent à celle-ci, et qui en particulier, comme ici, une représentation d'une déesse de la terre, ou Vénus de la terre et de la fertilité, qui est paléo-chrétienne, c'est-à-dire antique, mais avec déjà une aura de sainteté autour du visage. Et donc on est dans le syncrétisme entre l'héritage druidique
et la christianisation du Périgord qui commence en 350 à peu près. Et là, on serait autour du 5e siècle pour cette Vénus. Donc on observe dans les parois des cavités qui peuvent servir de placard, qui peuvent servir de lit, ou la présentation d'un sarcophage avant son enterrement, pour une cérémonie funèbre. Très difficile de dire parce que je pense qu'ils ont eu en fait un peu tous ces usages suivant la manière dont on utilisait la grotte à une période donnée. Et alors, il est inévitable, ce renard, il est magnifique. Il est également sculpté dans la paroi. On pense qu'il serait plutôt, lui, du XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque des guerres de religion. Il faut se souvenir qu'en 1568, Montastruc est Thomas de la branche protestante de la famille et est assiégé par Montluc la nuit de Noël 1568 et qui obtient la reddition des protestants et qui remet Montastruc contre leur conversion. Le renard représenterait l'Église catholique qui vainc la colombe qui représente parfois l'Église protestante. Et Bergerac est une ville protestante au moment des guerres de religion. C'est un travail très fin qui est beaucoup plus tardif que la Vénus. Maintenant, il n'y a aucun écrit qui confirme ce que je dis et ce sont uniquement des suppositions, des déductions des historiens, des archéologues. Alors là, on est dans un endroit où on a vraiment quelque chose de très fort devant nous. Regardez la taille des pierres, l'assemblage extraordinaire de ces rochers. On est dans les premiers bastions gallo-romains. On quitte le monde des grottes et on fortifie ce rocher en étage, en terrasse, jusqu'au plan d'observation où il y a aujourd'hui le pigeonnier, un peu plus haut. Et c'est ça qui permet de contrôler cette vallée à nos pieds et la route qui vient de Périgueux et qui s'en va vers Agen, de Vezona à Genus. Dans le rocher est taillé un escalier, à même le roc, et il a une chicane qui est très importante sur le plan défensif, qui permet de monter aux étages supérieurs. Je ne dirais pas que c'est imprenable, mais c'est tout de même très risqué comme attaque. Ensuite, on passe devant ce qui a été créé de main d'homme. Au début, le rocher continue. Il n'y a pas ces interruptions. C'est le même rocher qui continue en pointe jusque sous Montastruc, sous le château. Mais à l'arrivée des Francs, au moment de l'annexion de l'Aquitaine par Clovis au début des années 500, on abandonne les grottes et les bastions gallo-romains et on décide de se concentrer sur la pointe du rocher. Et à la main, on va couper cette gorge, ce hiatus, qui va tout simplement enlever le plafond de toute la série de grottes qui existaient à cet endroit. Et on obtient une île rocheuse auquel on accède par un pont-levis, un pont de bois. Et bien sûr, au début, il faut imaginer une forteresse entièrement en rondins de bois. Progressivement, la pierre va réapparaître autour des années 1000, du XIe siècle. Et le mur le plus ancien de la maison, qui est encore de cette époque, est celui qui est sous les machicoulis, au pied du château, sous la cour d'honneur. C'est au XVIIIe siècle qu'on se débarrassera des constructions de pierres militaires, dont la poterne, la herse, le pont-levis, et qu'on remplacera avec ces pierres anciennes le pont-levis par un pont de pierre. Donc ce pont est construit avec des pierres extrêmement anciennes, mais au XVIIIe siècle. Et on continue à voir aujourd'hui même Montastruc très isolé, très protégé sur son rocher, mais plus en forteresse. On n'a que les restes des souvenirs de cette forteresse initiale qui était tout de même très, très puissante. Encore un endroit très intéressant, c'est le cas partout où on va, donc c'est difficile de s'arrêter, mais vous voyez très bien ici l'extension 18e collée au château gothique. Et il en va de même pour les murailles. Les restes de la muraille du XIe siècle, en fait, s'arrêtaient, toute la muraille s'arrêtait là où il y a la Gouttière aujourd'hui, à la jonction du XVIIIe et du gothique. Et le reste, c'était le château tout seul, détaché de sa forteresse. La terrasse qui est aujourd'hui devant et ce rempart qui a été rajouté sont en fait l'utilisation à nouveau des pierres de la démolition au XVIIIe siècle des parties militaires et la construction d'une terrasse d'agrément en face du salon. Donc en fait, le vrai rempart, il est là, le rempart de l'an 1000, il est là, et le reste, ce sont les pierres médiévales utilisées, remontées au XVIIIe pour créer ce terrassement et qui permet de sortir de son salon et d'être en plein air et vivre avec la nature sans être bloqué dans sa forteresse. Alors là, on est maintenant du côté médiéval de Montastruc. On regarde ce mur avec ses 4 fenêtres à meneaux.
qui en fait étaient à l'origine les fameux balcons sur 2 étages, les loggias gothiques, avec ces colonnes, ces balcons en dentelle de pierre et ces ogives qui réunissaient les colonnes. C'est ça qui est effondré pendant la guerre de Cent Ans, et c'est cette partie qui est reconstruite sous Louis XI. Avec des économies, donc on construit un mur massif avec ces 4 grandes fenêtres, qui change un peu l'allure de la maison, qui devait être beaucoup plus joyeuse, souriante à l'époque médiévale, et qui, à la fin du Moyen-Âge, prend cette allure sévère de reconstruction. Mais vous voyez très bien encore le pignon du château gothique qui est en arrière, et la toiture verticale qui est au fond par-dessus, en ardoise. Et là, vous êtes vraiment dans le décor du Moyen-Âge. Par-dessus des douves en eau qui entourent le château de ce côté. Alors tout ça, c'est la différence entre la défense active qu'on voyait sur la façade côté sud-est et la défense passive qu'on voit côté ouest. Défense passive, c'est parce que c'est pas de ce côté qu'on attend les arrivées imprévues. Donc on met de l'eau qui va retarder l'attaquant et permettre de changer la position de la garde. Mais là où on observe en permanence et on n'a pas besoin d'eau, il y a des machicoulis, il y a tout ce qu'il faut pour se défendre, c'est le côté de la route de Périgueux et d'Agen. Voilà, progressivement, on va rejoindre l'extension 18e et on va quitter la partie médiévale. La jonction est intéressante. Ce qui est important, c'est de réaliser que toute cette façade 18e, qui est dans un triste état, est dans le même état que ce que nous avions dans la cour d'honneur à notre arrivée en 98. Donc c'est encourageant de penser que c'est faisable, de la restaurer. C'est déprimant de voir dans quel état elle est aujourd'hui et l'immense travail qui reste à faire. Alors, pour caractériser le travail qui reste à faire, il faut se pencher un petit peu sur d'abord la surface. On a des pierres très abîmées par le sel qui en est ressorti et qui sont, comme on dit, lépreuses. C'est pas irréparable. En général, on va chercher la pierre vive en profondeur et on colle en avant un tiroir de pierre du même type, possiblement des mêmes origines, et on vient la coudre avec un fil de cuivre et une injection de chaux liquide pour la coller. Donc c'est du travail très minutieux mais qui va durer. Et on termine le travail par un outil de finition pour que la patine de la pierre et l'usure de la pierre soient absolument équivalentes aux pierres d'origine. Donc on ne voit pas quasiment la réparation, bien qu'en général on puisse, quand on a l'œil exercé, l'identifier. Et il est quand même intéressant de noter la différence entre la blondeur des écuries déjà restaurées et la tristesse des façades encore à faire sur la partie 18e. Donc là, on longe les écuries Louis XIV, XVIIe siècle. Je vous expliquerai tout à l'heure la composition de ce bâtiment, c'est assez extraordinaire. Mais en continuant au-delà de la haie, on va retrouver notre arboretum, notre collection d'arbres plus rares. Et puis, sur le plateau, le pigeonnier et son bassin classique, le pigeonnier ayant gardé tous ses attributs, les boulins pour les coules de pigeons, mais également étant aménagé avec cuisine, douche, etc. Puisque Montastruc est également proposé la location occasionnelle. Et donc, quand il y a un mariage à Montastruc, les jeunes mariés aiment bien utiliser la chambre du pigeonnier pour leur nuit de noces. Les écuries de Montastruc sont en soi un très beau bâtiment déjà. Mais en fait, tout est construit pour l'usage d'une calèche, une belle calèche. Vous avez au fond, là-bas, la première porte vers le château, l'habitat familial du palefrenier, et donc de sa femme et ses enfants. Vous avez ensuite la deuxième porte qui est celle de la calèche même. Alors c'était aménagé comme un salon, avec un beau sol en pisé et des murs à la chaux. Puis vous avez la sellerie, tous les cuirs et les fers. Puis vous avez les chevaux même qui sont là, il y en avait 4. Et vous avez enfin toute la réserve d'outils, de paille, etc. Et le toit, bien sûr, également chargé de foin et de paille pour le fonctionnement des écuries. Donc en fait, tout ce bâtiment magnifique est vraiment construit autour de l'usage d'une voiture. Bon, j'espère que cette visite de Montastruc vous aura plu. Donc le Mont Heureux, vous aurez entendu à travers mes explications que toutes les générations qui ont habité Montastruc ont été heureuses et ont pris soin de leur maison. C'est une maison qui a toujours saisi l'âme de ses habitants. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on est passionné et assez fou
pour continuer ce projet. Il reste à restaurer le réseau hydraulique et les douves, toutes les façades donnant sur les douves, les bastions gallo-romains, les grottes, rien que ça. Et bien sûr à reprendre ce qu'on a déjà fait depuis 25 ans, où ça commence à s'user, où il faut reprendre les toitures, les huisseries, etc. Donc un travail gigantesque, mais comme je dis, il faut être passionné et fou, et pas trop savoir compter. Et si ces trois conditions sont réunies, ça vaut la peine de continuer ce projet, en espérant que les générations suivantes auront le même grain de folie. Pour en savoir plus, www.montastruc.com, et vous aurez beaucoup plus de détails historiques et accès à beaucoup d'autres informations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire signe au moment des Journées du patrimoine, où on ouvre la maison exceptionnellement au public et gratuitement, avec l'aide du club de lecture local pour nous aider à faire le guide et vous montrer la maison, on va dire, en chair et en os. Merci.